Il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde. Et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Bienvenue à vous qui êtes les héritiers d'un grand héritage, la culture occidentale. Je vous propose d'en découvrir ou d'en redécouvrir quelques pépites dans cette série consacrée à 10 chefs-d'œuvre de la littérature française. Dans cet épisode, il sera question d'un des grands romans français, peut-être l'un des premiers romans d'analyse, La Princesse de Clèves. Alors ce roman paru en 1678, d'abord sans nom d'auteur, mais il a été écrit par Madame de La Fayette, qui était déjà auteur de nouvelles, de petits textes fictifs courts, et d'un autre roman, La Princesse de Montpensier. Madame de La Fayette est une amie proche du grand La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes. Et donc, vous l'aurez compris, nous sommes au cœur de la vie littéraire du XVIIe siècle et de ces salons qui animent la cour et la ville à l'époque de Louis XIV. Alors, l'intrigue de ce roman, La Princesse de Clèves, se situe également à la cour du roi de France, mais au siècle précédent, sous le règne de Henri II, donc l'un des fils de François Ier. Henri II monte sur le trône de France en 1547 et il meurt accidentellement dans un tournoi en 1559. Cet incident est d'ailleurs raconté dans notre roman. Mais si le cadre du roman est historique, en revanche, le cœur de l'intrigue, lui, est intime. Voici de quoi il s'agit. L'une des plus grandes héritières du royaume a été sévèrement, mais très vertueusement élevée par sa mère, Madame de Chartres. Et voilà qu'il est temps pour elle d'être présentée à la cour du roi, car elle est en âge de se marier. Et elle épouse, finalement, après quelques tractations bien chapeautées par Madame de Chartres, sa mère, elle épouse finalement le prince de Clèves, et Mademoiselle de Chartres devient la princesse de Clèves. Alors, elle épouse ce prince en ayant pour lui beaucoup d'estime et pas d'amour. Elle dit qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Lui, au contraire, évidemment, est tombé fou amoureux d'elle dès la première fois qu'il l'a vue, avant même de savoir qui elle était. Mais la princesse est droite, vertueuse, elle a été fortement mise en garde par sa mère contre les désordres moraux de la cour, et elle compte bien être fidèle à cet homme qu'elle estime. C'est quelques mois après ce mariage, lors d'un bal donné par la reine, qu'elle ressent pour la première fois les émois de l'amour. Et en effet, elle rencontre à ce bal le séduisant monsieur de Nemours, qui s'éprend d'elle instantanément. Or, la vie de cour multiplie les occasions pour monsieur de Nemours et pour la princesse de Clèves de se rencontrer, et même si le duc, évidemment, se garde bien de déclarer trop ouvertement sa passion, la jeune princesse ne cesse d'être troublée et son trouble augmente. Et c'est l'occasion, évidemment, de plusieurs épisodes particulièrement romanesques, d'un portrait dérobé, d'une lettre perdue, mal attribuée, qui réveille les démons de la jalousie. Tout y est. Et au final, évidemment, la princesse de Clèves aime. Alors, elle se dit à elle-même, et on a cette phrase de Madame de La Fayette, toujours dans ce style très sobre, elle vit alors que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient ceux que monsieur de Clèves lui avait tant demandés. Banal trio amoureux, pouvez-vous me dire, sauf qu'évidemment, on est très loin du vaudeville ou du roman de gare. Pourquoi ? D'abord parce qu'au milieu des mensonges de la vie de cour, cette jeune héroïne, elle a 16 ans, il faut quand même en avoir conscience, elle est remarquable par son exigence de lucidité. Loin d'être aveuglée par les émotions très fortes qu'elle ressent pourtant, elle reste maîtresse de ses actions, de ses décisions, et elle puise cette force dans la conscience qu'elle a en fait de la faiblesse que lui procure le fait d'être amoureuse. Et puis l'autre chose remarquable, c'est que cette princesse résiste en fait de toutes ses forces à cette passion. Alors même qu'elle est jetée au milieu de la cour de ces intrigues, qui est un milieu qui n'est pas du tout favorable à la vertu, on peut lire, c'est Madame de La Fayette qui écrit là, « L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient également les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et tant de cabales différentes, et les dames y avaient tant de parts que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l'amour. »
On voit bien ici hein, donc le milieu absolument non favorable, on est dominé par la galanterie qui est celui de la princesse de Clèves. Et en plus, Madame de La Fayette émaille son récit principal de plusieurs récits secondaires qui montrent bien toutes les manières qu'on a de ne pas être vertueux dans cette cour. Et évidemment, du coup, la vertu de Madame de la princesse de Clèves ressort encore plus. Et donc, dans ce milieu dangereux, le principal rempart de la princesse de Clèves, c'est sa mère, Madame de Chartres. Or, très rapidement dans le récit, qui est quand même assez court, Madame de Chartres meurt. Et elle meurt brutalement. Avant de mourir, elle a le temps de dire ces mots à sa fille sur son lit de mort. « Il faut nous quitter, ma fille. Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour M. de Nemours, je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination. Mais je ne vous en ai pas voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement, vous êtes sur le bord du précipice, il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. » Là, on peut remarquer ce discours maternel à la fois plein de clairvoyance et en même temps qui souligne le danger auquel sa fille va être confrontée. Et effectivement, cette solitude en fait, à laquelle est laissée la princesse de Clèves va la conduire à une action qui va faire couler beaucoup d'encre, hein, même au moment de la parution de la princesse de Clèves à l'époque, hein, en 1678. On peut par exemple, dans le courrier des lecteurs du Mercure Galant, le Mercure Galant c'est un magazine littéraire de l'époque, si vous voulez, un vieil ancêtre de Télérama peut-être. En tout cas, ça passe pour invraisemblable, l'action que voici. Pour se protéger de sa passion, la princesse de Clèves demande à son mari de se retirer de la cour. Et son mari, le prince de Clèves, lui demande les raisons de cette requête tout à fait étrange. Et du coup, elle fait l'aveu à son mari qu'elle aime un homme dont elle est aimée. Elle lui avoue, elle ne lui dit pas de qui il s'agit, mais elle lui fait cet aveu. Et elle ajoute, elle est vraiment grandiose, « Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. » Voilà, ça c'est la grandeur de la princesse de Clèves. Alors son mari, il est évidemment extrêmement touché par cet acte de sincérité et d'humilité aussi, mais néanmoins, il est rattrapé par le démon de la jalousie. Et littéralement, il meurt de jalousie, il meurt de chagrin. Alors, on pourrait se réjouir, happy end, la princesse de Clèves est veuve, elle a tout pour épouser le prince de Nemours, enfin le duc de Nemours, pardon. Et c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce que ça serait compté sans la complexité intérieure en fait de ce personnage hein, et que Madame de La Fayette donne à ce personnage. Et en fait, c'est à mon avis ce qui fait aussi qu'on continue de lire ce roman, et c'est pour ça que je suis aussi contente de vous partager cette lecture, c'est à cause de ce refus obstiné de la jeune fille de céder à l'amour qu'elle ressent pour Monsieur de Nemours, et qu'elle finit quand même par lui avouer dans un ultime entretien, comme une confession, mais pour mieux lui dire que c'est la dernière fois qu'ils se parlent. Alors, on s'interroge évidemment sur les raisons de ce refus, hein, ça continue à faire couler beaucoup d'encre. Ce ne sont pas les contraintes sociales, il n'y en a plus. Il y aurait une première raison, et d'ailleurs la princesse elle-même l'invoque d'ordre psychologique, hein, parce qu'elle se sent responsable de la mort de Monsieur de Clèves, et donc, comme Monsieur de Clèves était tellement amoureux d'elle, elle a l'impression de devoir à sa mémoire le fait de ne pas épouser un autre homme. Mais en fait, cette raison est mineure par rapport à une raison plus forte, plus fondamentale à mon avis, c'est qu'au cours de l'intrigue, elle a ressenti une fois la morsure de la jalousie et elle en a été absolument dévastée. Et en fait, c'est une jeune fille qui n'a pas confiance dans la pérennité des sentiments amoureux et elle préfère, si vous voulez, garder intact cet amour pour Monsieur de Nemours plutôt que vivre cet amour et prendre le risque qu'il ne l'aime plus ou qu'elle se trouve jalouse de lui. En fait, elle a compris que aimer, c'était s'exposer à souffrir, et elle dit non merci, pas ce mal, ou en tout cas, pas ce mal-là. Donc voilà ce qui fait de la grandeur, à mon avis, de cette œuvre. Et l'ultime entretien entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves est en fait à même de nourrir toute réflexion sur l'amour. Hein. On a tout. La force des sentiments qui rend toute résistance impossible, hein, ça c'est ce que tient Monsieur de Nemours. Le primat de la volonté sur les passions, ça c'est ce que défend la princesse de Clèves. Et puis fondamentalement, la place de la jalousie, la peur de perdre l'autre, le risque en fait presque
la prise de risque que représente le fait de confier à l'autre le soin de son bonheur. Donc voilà, lorsqu'on arrive au terme de ce roman, on est admiratif ou scandalisé, on est attristé ou bien incrédule. Et d'ailleurs, notre réaction dépend peut-être aussi des phases de notre existence. En tout cas, l'attitude de l'héroïne laisse profondément perplexe et elle nous oblige à nous poser pour nous-mêmes la question de la manière dont nous nous livrons aux sentiments amoureux. La princesse de Clèves est un chef-d'œuvre. Bonne lecture.